Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM à l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme qui se tiendra le mardi 7 mai. Nous mettons en lumière cette maladie respiratoire chronique qui touche plus de 4 millions de personnes en France, dont un quart sont des enfants et adolescents. Malgré les traitements et les avancées scientifiques, l'asthme reste un défi au quotidien. Pour mieux comprendre cette maladie, ses causes, ses traitements et comment mieux vivre avec, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Bella Brahmi, allergologue. Ensemble, nous parlerons aussi du rôle clé de l'allergologue, de l'éducation thérapeutique et des avancées médicales. Bonjour docteur Brahmi. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie pour ce privilège. Alors, qu'est-ce que l'asthme et comment cette maladie impacte-t-elle la vie des patients au quotidien ? Alors, il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches, des voies aériennes, et qui associe des symptômes cliniques comme de la toux, ça peut être une sensation d'oppression thoracique, des sifflements dans la poitrine, un essoufflement ou des douleurs même dans la poitrine qui est associé souvent à ce qu'on appelle un trouble ventilatoire obstructif qui est variable et réversible, et ça en est la définition scientifique. En pratique, quand on voit les patients en consultation, ils peuvent avoir ce trouble ventilatoire qu'on mesure par une machine, une cabine de fer avec une spirométrie, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est parfois une maladie qui est difficile à mettre en évidence, qui est surtout clinique, donc c'est des patients qui ont des symptômes. Et justement, ces symptômes, ils peuvent être plus ou moins envahissants dans leur vie quotidienne en fonction de la sévérité de l'asthme et c'est des patients qui parfois ont depuis des années des symptômes qu'ils ne savent pas étiqueter et donc c'est dans cette occasion-là qu'on les rencontre. Et donc c'est quoi les principaux symptômes ? Donc il y a un sifflement. Alors le plus courant c'est le sifflement, mais toute la difficulté c'est que parfois ce sont des symptômes qui sont plus communs, comme la toux chronique. Il y a des tousseurs chroniques, il y en a qui sont essoufflés, donc ils vont voir d'abord les cardiologues et puis après finalement ils atterrissent à la consultation de pneumologie ou d'allergologie. Ça peut être une sensation d'oppression thoracique, parfois en fait c'est couramment découvert à l'occasion d'une consultation pour une rhinite allergique. Là on leur pose des questions et en fait ils sont assez gênés par leurs symptômes respiratoires. Quelles sont les principales causes de l'asthme et en quoi les allergies, l'environnement ou la pollution peuvent-ils jouer un rôle déclencheur ou aggravant ? Vous avez tout à fait raison de parler de causes car effectivement il y a plusieurs causes d'asthme et en fait actuellement on parle plutôt d'inflammation bronchique. Comme c'est une maladie inflammatoire, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'inflammation. Il y a des inflammations de type allergique et il y a d'autres types d'inflammations qu'on appelle des inflammations éosinophiliques ou non T2. On ne va pas rentrer dans les mécanismes immunologiques, mais donc l'asthme inflammatoire allergique est souvent associé à la présence de signes d'allergie comme une rhinite allergique ou chez les patients qui ont un terrain atopique, c'est-à-dire un eczéma atopique, des allergies alimentaires et ce genre de terrain-là. Du coup, la pollution est souvent un facteur aggravant de l'asthme est un facteur aggravant aussi de la rhinite parce que aujourd'hui on a mis en évidence que les pollens sont énormément impactés par la pollution et la pollution augmente la sensibilisation au pollen et augmente le risque de devenir allergique face à une exposition pollinique. Donc tout ça fait un lien très étroit avec l'asthme et évidemment la pollution altère aussi la barrière bronchique, c'est l'interface entre la bronche et l'air et du coup fait qu'on est plus sensible et ça crée plus d'inflammation bronchique. Quel est le lien entre asthme et allergie et comment distingue-t-on un asthme allergique d'un autre type d'asthme ? Alors,
c'est une question qui est excellente également. En pratique, donc je vous disais, l'asthme peut être allergique et le lien, il n'est pas tout à fait... il est assez difficile à mettre en évidence. Dire qu'on déclenche des symptômes d'asthme au contact d'un allergène, eh bien finalement, c'est pas évident, à part pour des choses très précises comme l'allergie au chat, je touche mon chat et j'ai des symptômes respiratoires d'asthme. En pratique, on parlera d'asthme associé à une rhinite allergique et c'est souvent, comme je vous disais, l'inflammation allergique qui amène au diagnostic d'asthme allergique. En pratique, c'est avoir des tests cutanés. Vous savez, pour le diagnostic, on va en parler tout à l'heure, mais c'est avoir des tests cutanés positifs pour la rhinite allergique. Une rhinite allergique, donc avec des symptômes compatibles avec ces tests cutanés, donc que ce soit une rhinite allergique pollinique ou une rhinite allergique aux acariens qui dure toute l'année, qui va dire qu'on a un asthme allergique. Il y a des asthmes qui ne sont pas du tout allergiques, qui n'ont pas du tout de rhinite associée ou qui ont un autre type d'inflammation. Alors justement, comment se pose le cycle de l'asthme et à quel moment un patient est-il orienté vers un allergologue? Alors l'allergologue fait partie intégrante du parcours de soins du patient asthmatique. On reçoit les patients asthmatiques, on leur pose des questions sur leur asthme, sur la présence d'une rhinite, en précisant quel type de symptômes ils ont. On peut aller vraiment dans le détail avec la présence d'éternuement, d'avoir le nez tout le temps bouché, d'avoir ce qu'on appelle un jetage postérieur. Et je pense que pas mal d'auditeurs se reconnaîtront dans ces symptômes puisque c'est extrêmement fréquent. Donc d'avoir en fait des sécrétions qui coulent dans l'arrière-gorge. Donc on va vraiment rentrer dans les détails et on va leur proposer de pratiquer des tests cutanés qu'on appelle des prick tests. En pratique, c'est des petites gouttes d'allergènes. Donc il y a des pollens dans ces petites gouttes, c'est une batterie standard avec des gouttes de pollen, différents pollens, que ce soit des pollens de graminées, de cyprès, de pariétaires, de toutes sortes de plantes, les plus communes en tout cas. Mais également des allergènes qu'on dit perannuels, qui sont présents toute l'année, responsables de symptômes qui sont présents également toute l'année, comme les acariens, les fanères de chats et de chiens, les moisissures. Donc, en tant qu'allergologue, quel est donc votre rôle? Vous disiez que vous intervenez tout au long du parcours de soins du patient. Donc, quel est votre rôle tout le long du parcours et comment travaillez-vous avec les autres professionnels de santé? Eh bien, l'allergologue va travailler sur le contrôle de la rhinite allergique qui a un impact direct sur le contrôle des symptômes d'asthme, va s'intégrer dans le parcours de soins. Il faut savoir que l'allergologue peut aussi suivre l'asthme. Un patient asthmatique peut être entièrement suivi par un allergologue. Ça dépend de comment se sent l'allergologue face à cette pathologie, ou alors il peut travailler main dans la main avec le pneumologue en suivant particulièrement la rhinite du patient et en essayant d'améliorer le contrôle. Et comment on améliore le contrôle? C'est en proposant les traitements adaptés et parfois, quand le patient est dans l'indication, en lui proposant une désensibilisation. Alors justement, comment se déroule concrètement une consultation allergologique? Alors, la consultation allergologique, comme je vous le disais, effectivement, c'est la rencontre du patient, un interrogatoire qu'on dit policier. On va vraiment demander des questions très très précises aux patients et souvent c'est difficile pour les patients parce qu'ils ne savent pas à quel moment de l'année ils sont gênés. On va leur dire c'est plutôt le printemps, mais c'est quand le printemps pour vous? C'est plutôt mars, c'est plutôt juin, donc c'est pas toujours évident pour eux, alors que pour avoir des symptômes précis, on va essayer de viser les périodes polliniques. Et pour vous donner un exemple, on est en plein pic de graminées,
les graminées, ça commence entre fin avril, ça dépend avec le décalage des saisons, c'est pas toujours évident, mais c'est entre fin avril et ça va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, il nous faut des symptômes sur des périodes précises pour savoir si nos tests cutanés par la suite vont correspondre aux symptômes du patient. Il faut savoir qu'avoir des tests cutanés positifs, et ça c'est très important que nos auditeurs le retiennent, quand vous allez chez l'allergologue, ils vont faire ce qu'on appelle des prick tests, donc ces petites gouttes qu'on pose sur l'avant-bras, et vous ressortez, vous avez des boutons sur tous les pollens et tout ce qui a été testé. Ça ne veut pas dire que vous êtes allergique à tout, mais c'est l'interprétation clinique qui va dire à quoi vous êtes allergique. Et bien sûr, tout ça, on va le confirmer par un dosage d'IgE spécifique. Donc, c'est une prise de sang qui va permettre à l'allergologue d'apporter des précisions dans son diagnostic et de savoir si c'est les graminées qui vous gênent, si c'est les cyprès, les acariens. Et en fonction de ça, on va pouvoir mettre en place une désensibilisation. Alors justement, quels sont les traitements disponibles aujourd'hui pour l'asthme et comment adaptez-vous la prise en charge selon les profils de patients? Eh bien, pour l'asthme, les traitements disponibles sont les bronchodilatateurs de longue durée d'action et les traitements anti-inflammatoires locaux qu'on appelle les corticostéroïdes inhalés. Aujourd'hui, ce qui est le plus recommandé, c'est une association entre ces deux molécules que le patient va prendre matin et soir de façon continue et qui va pouvoir prendre également à la demande. C'est ce qui permet de soulager au mieux les symptômes du patient et de contrôler la maladie. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas un type d'asthme. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types d'asthme et il y a une partie des patients, il y a 10% des patients dans le asthmatique qui présentent un asthme sévère. Et un asthme qu'on a des difficultés à contrôler avec les traitements classiques. Et pour ce type de patients, on va leur proposer ce qu'on appelle des biothérapies à base d'anticorps monoclonaux qui vont venir cibler une cible moléculaire précise et le choix de la biothérapie va totalement dépendre du type d'inflammation que présente le patient. Si c'est une inflammation allergique, on va proposer ce qu'on appelle de l'omalizumab, un anti-IgE. Je vous donne un autre, c'est des noms un peu barbares, hein, mais si c'est une inflammation de type atopique avec un patient qui a la polypose nasocinusienne, de l'eczéma, on va proposer un autre type de biothérapie et il y a de plus en plus de biothérapies qui se développent pour cibler au mieux l'inflammation des patients. On est vraiment dans l'ère du phénotypage et du génotypage. Donc, on a à disposition de plus en plus de biothérapies pour soulager les patients. Vous parliez de désensibilisation, c'est quoi? Alors, la désensibilisation, ce sont en pratique des solutions d'allergènes qui sont purifiées et qui sont fabriqués spécifiquement pour les patients. Donc, je vous ai parlé de tests cutanés, de rhinite allergique et ces désensibilisations sont faites pour guérir en fait la rhinite allergique. On va prendre par exemple la rhinite allergique aux graminées. Le patient va, s'il est dans l'indication, va prendre tous les jours cet agent désensibilisant qui aujourd'hui existe en gouttes qu'on met par voie sublinguale ou bien en comprimé. Le patient va pouvoir le prendre pendant 3 ans d'affilée. Il faut au moins 3 ans pour avoir une efficacité et on le prend un petit peu avant le début de la saison des graminées et on le prolonge tout au long de la saison et on répète cette désensibilisation 3 années de suite. Et ça permet d'obtenir des bons résultats et donc c'est un traitement curatif de la rhinite allergique aux graminées. Il y en a pour toutes les sortes de pollen, également pour les acariens, pour les moisissures. Alors, quelle est la place de l'éducation thérapeutique dans le suivi de l'asthme et en quoi est-elle essentielle pour aider les patients à mieux gérer leur maladie? Sachez que l'éducation thérapeutique chez les patients asthmatiques, comme dans toutes les maladies chroniques, a une place essentielle. Quand un patient asthmatique revient en consultation et
qu'il présente toujours des symptômes malgré un traitement qui a été mis en place, on va en premier vérifier la technique de prise de ces traitements. Et donc, il faut dédier un certain temps de sa consultation à revoir avec le patient comment on prend ces traitements, est-ce que c'est bien fait, revoir à chaque fois, à chaque consultation, si le traitement est bien réalisé. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, les patients oublient comment on leur a montré la première fois, et c'est essentiel de revoir avec eux. Et même quand on revoit avec eux, il y a des études qui ont montré que même en faisant une éducation thérapeutique bien conduite, eh bien, au bout d'un certain temps, les patients oublient comment on fait comment on prend ces traitements. Et du coup, c'est vraiment important de revoir à chaque fois les techniques de prise, par exemple, des inhalateurs dans l'asthme. Mais ça peut être également, moi j'explique toujours à mes patients, comment bien se laver le nez, comment bien prendre son spray nasal. Il y a une technique, c'est pas juste on met deux pchits dans le nez, mais il y a une technique bien précise pour que le produit arrive bien dans les sinus. C'est quoi la technique? Il faut le montrer, vous pouvez l'expliquer? Ah, je peux l'expliquer, je vous le montre en même temps. Donc, quand on met un spray nasal, déjà, faut le mettre sur un nez bien propre. Moi, je fais une escalade parce que je sais que pour les patients, c'est pas toujours facile de faire tout comme il faut. C'est quand même les thérapeutiques peuvent être envahissants dans la vie de tous les jours. Le mieux quand on a une rhinite, c'est évidemment de faire des lavages de nez. C'est 50% de la guérison. Donc, lavage de nez. Une des astuces qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre directement le spray après le lavage de nez. Sinon, vous noyez le produit dans le lavage. Et donc, comme il y a un cycle nasal, le lavage de nez est évacué un petit peu spontanément et donc le produit est évacué avec. Donc, il faut attendre 10-15 minutes. Et ensuite, on prend son spray. Avec, par exemple, on commence par la main gauche, on met son spray dans la main gauche et on va viser la narine droite. Et on va pencher légèrement le spray en direction de l'oreille pour avoir entre le nez et l'oreille, il y a le sinus. Et en fait, la petite porte du sinus qu'on appelle l'ostium est à mi-hauteur du nez et on va essayer d'envoyer le produit en direction de cette porte. Surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est viser la cloison nasale parce que c'est fragile, c'est plein de vaisseaux, ça affine la paroi et du coup, ça risque de faire des saignements de nez et en plus, le produit risque de ne pas arriver au bon endroit. Et donc ça, c'est pour la narine droite. Et pour la narine gauche, tout simplement, on va changer de main. En fait, il faut bien penser à passer le produit dans la main droite pour viser le sinus gauche et donc répéter cette technique matin et soir en fonction des sprays que le médecin vous a prescrits. Merci beaucoup, Dr Brahmi, pour votre intervention aujourd'hui sur le Avec plateau plaisir. de Radio JM. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci.